Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, par l'intermédiaire donc de Torah Box, nous allons traiter d'un des sujets de la paracha de Tetzavé qui va consacrer une grande partie de son déroulement pour nous décrire les vêtements que vont porter les différents Kohanim dans le Mishkan. En effet, il va y avoir les Kohanim qu'on appelle le Kohen Hédiot, donc le Kohen, on va dire, de base, qui déjà en soi-même est un énorme privilège, le Kohen Gadol, et puis ils vont, en fonction des circonstances ou des différents services, porter plusieurs sortes de vêtements. Et la Torah va nous les décrire, et on va se rendre compte que ce sont des vêtements qui sont extrêmement prestigieux, luxueux, faits de matériaux et de matières qui sont très nobles. On va trouver de l'or, on va trouver de la laine, on va trouver du lin. Et la Torah va également nous décrire les couleurs, puisqu'il y aura la laine Techelet, Argaman, etc. Donc la Torah va nous énormément détailler tous ces apparats que vont vêtir les Kohanim, dont vont se vêtir, les Kohanim. Alors moi j'aimerais, avec votre permission, me focaliser sur un des aspects de ces vêtements. En effet, on va se rendre compte que dans les vêtements du Kohen, il y aura des vêtements en lin, il y aura des vêtements en laine, il y aura des vêtements qui seront composés des deux, et il est bien connu que le mélange du lin et de la laine représente une interdiction de la Torah, interdiction qu'il est difficile d'expliquer, puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle les mitzvot inexpliqués, le chok. Mais il y a cependant une idée intéressante que l'on peut développer grâce à ce commandement. Donc, on va constater que s'il est vrai que dans un vêtement, il ne faut pas qu'il y ait du lin et de la laine, il y a plusieurs exceptions, notamment les vêtements du Kohen. Dans les vêtements du Kohen, on va trouver du lin et de la laine. Et nous allons essayer d'expliquer, non pas la mitzvah de Shahatnez, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'idée de réguler, on va dire, le concept, le principe du mélange. Le lin, la laine, ce sont donc deux espèces, comme on va le voir à propos, par exemple, des animaux qui vont composer avec lesquels on va labourer un champ, comme on va le voir avec les fruits ou les légumes qu'il ne faut pas planter l'un trop près de l'autre, comme on va le voir dans d'autres domaines avec le lait et la viande. La Torah elle va donc codifier l'attitude qui consiste à mélanger. Mélanger dans la vie, c'est ce qui permet le plus souvent de composer. Mélanger, c'est prendre deux matières, deux éléments, et au lieu de les limiter chacune ou chacun de ces éléments à ce qu'il est, on va essayer de leur découvrir de nouvelles propriétés en justement les mélangeant. Toute personne qui a un jour cuisiné, c'est ce qu'on m'a raconté, va être obligé de mélanger pour composer une recette. Et finalement, chaque ingrédient qui va être associé à cette recette va relever une saveur grâce au mélange avec les autres ingrédients. Nous allons aborder le problème un petit peu de côté, puisque nous allons d'abord nous rendre compte que dans la Torah, on nous fait part de deux vocations qui vont quelquefois définir les peuples, qui sont différentes l'une de l'autre, mais qui sont dans la Torah un petit peu comme des symboles. On va se rendre compte, on va voir dans la paracha de Vaïgash, dans le livre de Bereshit, lorsque les frères de Yosef ainsi que leur père rejoignent l'Égypte, Yosef va les installer pour différentes raisons dans une contrée qui s'appelle Goshen. Yosef ne veut pas qu'ils soient au cœur de l'Égypte. Et
on va expliquer à Pharaon que les Juifs ne peuvent pas habiter au milieu des Égyptiens. Pourquoi? Et la Torah nous raconte que Yosef va dire « Parce que nous sommes des bergers, nos pères étaient des bergers, et être berger en Égypte, c'est une abomination. » Voilà une vocation qui va à l'encontre des croyances de l'esprit de l'Égypte. Et les Égyptiens, quelle était leur vocation? Et on va découvrir à travers plusieurs textes que l'Égypte se consacrait plutôt à l'agriculture. En Égypte, il y avait tout ce qu'il fallait, même de l'eau, pour que la terre puisse donner des fruits. On est dans un pays chaud, dans une région du monde où il ne pleut pas exagérément, et pourtant en Égypte, on n'a jamais manqué d'eau. En Égypte, l'eau vient d'en bas, contrairement à tous les autres endroits du monde dans lesquels l'eau vient d'en haut. Chez nous, quand on a besoin de manger, on a besoin de pluie. Quand on a besoin de pluie, on lève les yeux au ciel. Et vous savez tous ce qu'il y a dans le ciel. Les Égyptiens, c'est une philosophie, c'est une culture qui va à l'encontre de cela. On ne lève pas les yeux au ciel. Il y a en Égypte tout ce qu'il faut pour que l'Égypte soit d'une totale indépendance. Et voilà donc que la force de l'Égypte, c'est son indépendance. Les Juifs sont des éleveurs, les Égyptiens, des agriculteurs. On va voir cette différence déjà bien avant dans l'histoire. Lorsque la Torah nous raconte l'histoire des enfants de Adam et Chava, de Adam et Ève, la Torah nous dit Caïn était un agriculteur et Hével était un éleveur. Et voilà qu'un jour Caïn fait une offrande à Dieu, un sacrifice. Cette offrande, les Rachamim vont nous expliquer, notamment Rashi, il va offrir du lin à Dieu comme sacrifice. Comment est-ce qu'on sacrifie du lin? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cadeau qu'il fait à Dieu. Le verset continue en disant « Et lorsque Hével a vu ce que Caïn venait de faire, lui aussi il a voulu amener un sacrifice à Dieu. » Et quel sacrifice va offrir Hével à Dieu? Le meilleur de ces animaux, va dire la Torah. On va donc se rendre compte que Hével donne un animal parce que c'est le fruit de son labeur, alors que Caïn va donner le fruit de la terre parce que c'est le fruit de son labeur. Quel fruit de la terre? On a donc dit du lin. Et nos maîtres vont expliquer la grande différence, la grande particularité qu'il y a dans le lin. Le lin, vont-ils nous dire, il est un petit peu le symbole de ce que la terre produit. Et regardez comment on va différencier, on va comparer ce qui est comparable. On va prendre par exemple le lin et la laine. La laine et le lin sont des fibres avec lesquelles on va créer notamment des vêtements, mais l'un pousse de la terre et l'autre vient de l'animal. Et les Rachamim vont nous démontrer que le lin, par exemple, il a cette spécificité, ce sont des touffes qui poussent sur des tiges. Et la Gemara va dire bad bevad. Chaque touffe est bien séparée de l'autre. À l'inverse, la laine, elle pousse un petit peu, on va dire, en désordre. Et lorsqu'on veut profiter des fibres de la laine, il va falloir la peigner, il va falloir la travailler. On va voir que le lin, d'après la Torah, va s'appeler lavan. Les vêtements de lin que portera le Kohen s'appelleront bigdé lavan, les vêtements blancs. Dans la Torah, les vêtements de couleur que portera le Kohen sont appelés par leur couleur également. Un techelet, argaman, tolaat shani. Et ça, c'est de la laine. Et les Rachamim vont nous expliquer que lorsque l'on teint de la laine absorbe la couleur et elle devient une fibre de la couleur par laquelle on la teinte. À l'inverse, lorsque l'on essaie de teindre du lin, on peut superposer une couche de couleur sur du lin, mais la fibre du lin n'absorbera pas, ne prendra pas complètement la couleur
comme la laine le faisait. Il y a donc quelque chose de séparé dans le lin, des touffes bien distinctes les unes des autres, une couleur qui ne se mélange pas complètement à la fibre, et puis il y a encore d'autres exemples. Donc Ramim vont arriver à la conclusion suivante. La grande différence qu'il y a entre le lin et la laine, c'est que le lin, qui donc symbolise le fruit de la terre, il a une espèce d'indépendance, alors que la laine, au contraire, son aspect touffu, son aspect comme ça, un petit peu désordonné, c'est parce que tout y est mélangé. Quand vous y rajoutez une couleur, elle se mélange complètement à la fibre. On va expliquer que la différence qu'il y a entre un agriculteur et un paysan, enfin parmi les différences, on va parler des différences au niveau de ce qu'on appelle dans la Torah les midot, donc les qualités humaines. Et on va dire comme ça. Un agriculteur est concerné par ce qui se passe dans sa terre, sur sa terre, et pas ailleurs. Maintenant, et pas à un autre moment. Il plante, ça pousse, il mange, il a besoin de personne. Il peut peut-être échanger ses tomates contre des bananes qui pousseront chez quelqu'un d'autre, chez un autre agriculteur. Mais en tout cas, lui, de sa terre, avec sa terre, il va avoir une relation, j'ai envie de dire, très intime, et rien ne va venir troubler, interférer dans cette relation. À l'inverse, vont nous dire nos maîtres, l'éleveur qui fait manger son bétail dans un endroit est toujours en train de se demander où est-ce qu'il pourra l'amener pour manger demain. Parce que ce que le bétail pourra manger, brouter ici, ben demain ce sera plus possible, il n'y en aura plus. Et constamment, il va aller d'un endroit à l'autre. Ça ne s'arrête pas là. Voilà que l'éleveur va créer une relation de dépendance, dans le sens peut-être positif du terme, entre lui et son animal et ses animaux. Ok, la relation entre l'agriculteur et sa terre existe, mais l'agriculteur sait que l'animal attend son maître, et il attend de lui beaucoup, et voilà que lui va également attendre de son animal. Son animal, quelque part, lui donne un statut, il le fait vivre. Attention, pour bien comprendre la différence, on va insister sur le fait que l'éleveur tire son énergie, sa vitalité, ce qu'on va appeler en hébreu sa chayout, d'un être qui est déjà vivant, l'animal. Alors que l'agriculteur va tirer les mêmes propriétés, mais d'une terre qui n'est pas vivante. En d'autres termes, l'agriculteur crée sa propre vitalité, alors que l'éleveur la reçoit de l'animal. Et cette idée, elle a une valeur certaine. Pourquoi ? Parce que, en fait, puiser sa vitalité, c'est donc quelque part dépendre. Et l'éleveur va découvrir cette dimension selon laquelle les êtres vivants dépendent tous les uns des autres. Chez l'éleveur, chez l'agriculteur, excusez-moi, il n'y aura pas cette dimension. Il n'y aura pas cette dimension. Lui, il a besoin de vivre, et il puise de la terre ce qu'il lui faut pour vivre. La terre, elle n'a pas besoin de vivre. Alors que l'éleveur, le berger, il vit grâce à d'autres animaux, à d'autres êtres vivants, et ces êtres vivants vivent grâce à lui. Il y a un échange dans cette dimension qui s'appelle la vie. Et nos maîtres vont expliquer que finalement, le mélange, c'est ça. Le bon mélange, c'est quand la vie est partagée. Vous voyez, on partage à l'instant où je vous parle, vous m'écoutez. Si vous n'étiez pas là pour écouter, j'aurais aucune raison de parler. Si je ne parlais pas, vous ne pourrez pas écouter. Mais c'est plus que des connaissances que l'on partage. On partage une vitalité. Je vis, vous vivez, et on partage cette dimension. Et dans tous nos échanges avec ceux qui nous entourent, on partage la vie, au-delà de tout ce qu'on peut échanger. La vie, ça veut dire que je puise en l'autre ce qu'il me faut pour vivre. Je suis vivant grâce à ce qu'il peut m'apporter, même s'il n'en a pas conscience. Joseph dit à Pharaon, nous les Juifs, on vit dans une certaine dimension.
Nous, on a besoin des autres pour vivre. À l'inverse, l'Égypte, pays indépendant économiquement, militairement, philosophiquement, intellectuellement, c'est un pays c'est un pays créateur. Il génère ses propres richesses. Le Nil, pour ne citer que lui, les divinités. Rappelons-nous la phrase de Pharaon qui dira lorsqu'on lui parlera de Dieu, je ne connais pas Dieu. C'est moi mon Dieu. Ani Asitini, dira Pharaon, je me suis fait. Il n'est pas fou, Pharaon. Non, c'est une doctrine. C'est sur cette base que doit exister l'Égypte. Comme un peuple qui refuserait d'admettre qu'il a besoin des autres. Donc il va faire ce qu'il veut, il va être qui il veut. Peut-être avez-vous croisé des gens qui vivent dans cette illusion, font ce qu'ils veulent, ils décident ce qu'ils veulent, ils sont ce qu'ils veulent être. Mais attention, parce qu'à un moment, les mélanges sont inévitables. Et on en arrive donc au règlement qui consiste les mélanges. La Torah nous dit attention, tu ne peux pas mélanger n'importe quoi. Tu ne peux pas mélanger la fibre qui symbolise l'indépendance, le lin, à la fibre qui symbolise la dépendance, la laine, qui vient de l'animal. Dans la vie, quand tu fais des mélanges, il faut être extrêmement vigilant. Un mélange, il faut qu'il soit compatible. C'est quoi être compatible? C'est quand chacun s'apporte de la vitalité. C'est quoi l'incompatibilité? On va dire avec des mots un peu plus pratiques. L'incompatibilité, c'est quand deux personnes, par exemple, se fréquentent, mais elles s'empêchent mutuellement d'exploiter le meilleur de ce qu'il y a en eux. Deux personnes sont parfaites, toutes seules, et puis quand elles se fréquentent, ben, ma foi, le résultat n'est pas positif, il n'est pas bon le résultat. Que s'est-il passé? En fait, chacune va empêcher l'autre d'exploiter ce qu'il a de meilleur. Qu'est-ce que c'est qu'une relation compatible, un mélange compatible? C'est quand les deux éléments vont chacun permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. Quand je disais tout à l'heure que je profite de votre vitalité, de votre vie, et que c'est réciproque, c'est ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous. Or, moi, je suis conscient, parce que mes ancêtres ont été bergers, que c'est sur cette base-là que les uns et les autres peuvent vivre. J'ai failli dire survivre, mais c'est plus que survivre. C'est le sens même de la vie. On va se rendre compte que dans les civilisations qui nous entourent, il y a souvent deux problèmes. Il y a des civilisations, il y a des exils pendant lesquels on a tenté d'empêcher les juifs d'être juifs. Et puis il y a eu des civilisations, des philosophies selon lesquelles on va les pousser à faire ce qu'ils ont envie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « mais sois toi-même, fais ce que tu veux, fixe tes propres règles, décide toi-même ce qui est bien et ce qui ne l'est pas ». Et en fait, c'est possible ni comme ceci, ni comme cela. Un homme, il ne peut pas ni être complètement indépendant des autres, ni dépendre complètement des autres. Et l'idée des vêtements du Kohen Gadol, évidemment, en concentrant énormément la réflexion, l'idée, la Torah va nous la décrire en deux mots. Elle va dire les vêtements, ils sont les chavod ou le tifaret. Pourquoi un homme se porte des vêtements? Premièrement, pour son kavod. C'est quoi le kavod? On peut le traduire de diverses manières, le mot kavod. Mais moi, je vais essayer de vous donner peut-être la version la plus noble de ce que l'on appelle kavod. Et on va dire en français que c'est la dignité. Que finalement, dans la vie, les uns et les autres, on s'habille aussi pour avoir une dignité. Quand on s'habille bien, c'est parce qu'on a envie de bien paraître. Parce que le regard des autres, ben, il est important. Mais au-delà du regard des autres, il y a d'abord ce que je suis moi-même. Moi, quand je projette de moi-même une image qui me plaît, je me sens fort. Ce sont les bienfaits du kavod. Dans la Torah, et je le sais, c'est peut-être parmi les règles les plus pénibles et les plus contraignantes, on a beaucoup parlé de l'habillement. On a beaucoup dit il faut s'habiller comme ceci et pas comme cela, il faut couvrir ceci et ne pas couvrir cela. On n'a jamais cherché à cacher la beauté ou à dire que ce qui était esthétique n'était pas une valeur. Pas du tout. On a toujours cherché à préserver la dignité de chacun.
Et peut-être que préserver la dignité, c'est découvrir ce génie qui consiste à couvrir juste ce qu'il faut et découvrir juste ce qui doit l'être. Vous voyez? C'est ça Kavod. Mais il y a aussi Tiferet. Tiferet, c'est le côté magnifique, mais celui-là, c'est celui justement qui est perçu par les autres. Ça veut dire que dans ma relation avec autrui, je sais que mon apparence, elle va quelque part me conforter dans ce que je suis pour l'autre, ce qu'on appelle en français le statut. Nous avons tous un statut. Un père, une mère n'ont jamais le droit d'être exemptés de leur statut. Un maître ne peut être exempté de son statut. Si vous êtes, je ne sais pas, médecin, avocat, ou bien dans n'importe quel autre métier, on attend de vous, non seulement que vous soyez quelque chose, mais que vous ressemblez à ce que vous êtes censé être. Que vous ressembliez à ce que vous êtes censé être. Ça s'appelle Tiferet. On avait besoin que le Kohen Gadol et le Kohen tout court, il ait une image. Et en fait, cette image, c'est quoi? C'est le regard des autres et ce qu'ils m'apportent. Magnifique. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Quelqu'un qui dirait j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi, ça risquerait un jour de lui jouer des tours. Des tours qu'il ne pourrait pas résoudre tout seul, il aurait besoin des autres, il s'en rendrait compte. Tiferet. Vous voyez, c'est la relation du berger. Il est berger, il a des animaux, ce ne sont que des animaux par rapport à lui qui est un être humain. Mais même dans cette relation qui pourrait sembler déséquilibrée, il y a un besoin mutuel qui est d'une importance capitale. À l'inverse, l'agriculteur, c'est une autre dimension. C'est celui qui va cultiver sa propre image, sans faire de jeu de mots. Pourquoi? Parce que son image est importante. Un homme a aussi besoin de se sentir indépendant quelque part. Maintenant, attention, mélanger les deux, c'est quelque chose de risqué. Et voilà pourquoi la Torah va constamment nous mettre en garde contre les mélanges. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la façon de labourer un champ, on a parlé de la façon de se vêtir, on va parler des fréquentations. La Torah va dire, avec tellement de détails et des fois de sévérité, tu peux épouser une telle personne et pas telle personne. Avec celui-là, tu pourras devenir ami, avec celui-là, tu ne pourras pas devenir ami. C'est important. Quel parent n'a pas dit un jour à ses enfants, attention à tes fréquentations? Quel parent n'a pas le souci de savoir est-ce que son enfant va être capable de bien choisir ses fréquentations? Si on en était assuré, eh bien on serait complètement rassuré pour l'avenir de nos enfants. On est tous convaincus que nos enfants sont des gens bien. Le problème, c'est quels sont les mélanges avec lesquels ils vont devoir composer, avec lesquels ils vont devoir faire des choix. Le mélange dans la vie, c'est un secret qui est une science. Et pour comprendre cette science, eh bien, il faut une vie entière. Pas seulement dans la durée, mais dans toutes les composantes de la vie. On a donné l'exemple du vêtement, on a donné l'exemple de l'agriculture par rapport à l'élevage. Il y en a encore tant d'autres, mais je crois que l'idée de base fondamentale a été dite. Évidemment, pour nous, ça restera matière à réflexion. Merci de votre attention.